Rebonjour, merci à l'ensemble des participants d'avoir accepté notre invitation pour ce 10e webinaire de l'École supérieure de comptabilité et de finances de Constantine. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir via cette plateforme Monsieur Rachid Sekek. Il était avec nous il y a un an de cela, c'était le 26 février. Il nous a expliqué, il nous a parlé des réformes sur le secteur bancaire. Il est aujourd'hui avec nous pour nous parler de l'évolution du contrôle de gestion et du pilotage de la performance. Avant de donner la parole à notre invité, permettez-moi de le présenter. Monsieur Rachid Sekek est titulaire d'un MBA en finance de l'Université de Californie et d'une licence en économie financière de l'Université d'Alger. Après un début de carrière dans l'enseignement aux États-Unis en Algérie, M. Rachid Sekek a réalisé l'essentiel de sa carrière professionnelle dans le secteur bancaire en Algérie et à l'international. Il a exercé entre 1990 et 1995 plusieurs fonctions au sein de la Banque d'Algérie, secrétaire général du Conseil de la monnaie et du crédit, puis directeur de la dette extérieure avant d'entamer une carrière à l'international. Directeur du réseau et de la zone Asie au sein de l'Union de banques arabes et françaises de 1995 à 2000, directeur général de Nara Consulting SA de 2000 à 2003, puis directeur au sein de l'Union de banques arabes et françaises en charge de la zone d'Afrique, des activités de négoce et des projets énergétiques de 2003 à 2006. Notre honorable invité a rejoint ensuite le groupe HSBC en qualité de chargé de mission au sein de HSBC France avant de devenir Chief Executive Office de HSBC Algérie de 2007 à 2013, puis chargé de mission au sein de la direction de la stratégie. Il se consacre actuellement au conseil et à la formation en Algérie et en Europe. Il est fondateur de la société de conseil stratégique et financier SL Finances qui intervient auprès de nombreux groupes et entreprises en Algérie. Voilà, c'est dire combien est riche le parcours de M. Rachid Sekek. Nous sommes très heureux de le revoir et d'apprendre encore de lui. Avant de lui donner la parole, permettez-moi de basculer vers Monsieur le directeur. Donc, Monsieur le directeur, je vous cède la parole pour présenter notre invité. Voilà. Alors, bonjour tout le monde. C'est toujours avec un grand plaisir qu'on reçoit M. Sekek, une sommité dans le domaine de la finance des banques pour profiter de son expérience et de son expertise dans le domaine. C'est vraiment une aubaine pour nous, enseignants, et pour nos étudiants. Il est toujours le bienvenu et on le remercie pour sa disponibilité. Le sujet qui va être abordé aujourd'hui, je le recommande à tout le monde parce que c'est un sujet d'actualité et surtout un sujet, le contrôle de gestion dans une banque, surtout dans un domaine extrêmement pointu. Les banques sont un domaine très important pour l'économie, pour leurs répercussions sur l'économie réelle. Nous avons vu que la faillite de 2008 est due essentiellement à un problème de contrôle de gestion, de contrôle de risque. Le domaine de contrôle de gestion s'attache à des domaines aussi diversifiés que pointus, comme le contrôle de la performance, le contrôle des risques, le contrôle de la liquidité, des domaines très vastes et qui nécessitent une connaissance très pointue dans le domaine. Alors, on attend avec impatience que M. Sekek déballe un peu son speech comme ça. On va savourer la discussion. Merci. C'est à moi, Maya. Hein? C'est à vous, Monsieur Sekek. Merci, bonjour à tous. Alors, ce webinaire de 45 minutes à 1 heure
concrètement, de quoi s'agira-t-il? Je vais essayer de présenter un petit peu l'état actuel de la conception du contrôle de gestion et du pilotage de la performance dans ce qui se fait de mieux actuellement dans le monde. Alors pour reprendre une expression anglo-saxonne, on va essayer de voir un petit peu quel est le state of the art par rapport au contrôle de gestion. Alors bien évidemment, si vous voulez, assez rapidement, je vais essayer de lever certaines incompréhensions sur le contrôle de gestion et aussi d'essayer de rectifier un certain nombre d'éléments qui sont trop réducteurs. C'est-à-dire que souvent, on apprécie le contrôle de gestion de manière trop réducteur. Alors, mon approche ici sera pas une approche techniciste. Hein. Je ne suis pas là pour vous expliquer les techniques du contrôle de gestion. J'allais dire, c'est peut-être plus facile à assimiler les techniques. Hein. Mais j'aurais plutôt une approche managériale. Hein. Une approche managériale parce que je crois que il est dangereux de réduire le contrôle de gestion à une somme de techniques et d'outils. Bon, ces techniques et ces outils, encore une fois, c'est... Désolé, Monsieur Skek, on ne vous voit plus. Hein. Si vous vous permettez, veuillez activer votre caméra. Moi, je me vois. Vous me voyez là? Non. Là, vous me voyez. Voilà, très bien, voilà. Très bien. Merci, je m'excuse. Voilà. Il n'y a pas de quoi. Donc, je disais que je crois qu'il serait dangereux de se cantonner à qualifier le contrôle de gestion à travers une somme de techniques et d'outils. Hein. Je pense que ces techniques et ces outils, c'est ce qu'il y a de plus facile à acquérir. Alors, si vous voulez, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous exposer une perception particulière du contrôle de gestion. C'est celle d'un ancien directeur général qui a été un utilisateur assidu du contrôle de gestion et qui a surtout bénéficié de son accompagnement et du confort d'être accompagné par un contrôle de gestion. Quand on est directeur général, être accompagné d'un contrôle de gestion efficace, c'est un très très grand confort. Alors bien évidemment, ma présentation, elle ne sera pas exhaustive. Hein. Je vais pas vous présenter la vérité universelle sur le contrôle de gestion. Bien évidemment, tout ce que je vais vous présenter sera totalement disponible au débat. Alors, comme je vous l'ai dit, mes objectifs ici sont multiples. Je crois qu'il faut sortir de la vision étroite que les gens ont du contrôle de gestion. Très souvent, on confond contrôle de gestion avec finance, avec comptabilité analytique, avec gestion budgétaire. Voilà, tout ça, si vous voulez, c'est un état d'esprit très restrictif. Donc, je crois qu'il faut adapter cet état d'esprit, le faire évoluer et combattre un petit peu cette vision restrictive que l'on a chez nous du contrôle de gestion. Alors, bien évidemment, je vais, à travers mon exposé, je vais essayer de vous aider à mieux appréhender certains éléments de langage, hein, certains éléments de langage et certaines notions essentielles qui sont associées au contrôle de gestion. Je vais bien évidemment, on pourra bien évidemment, excusez-moi, évoquer un certain nombre d'outils lors des débats. Et encore une fois, je ne serai pas exhaustif. On pourra avoir ultérieurement, dans quelques mois, un séminaire en présentiel chez vous pour traiter du volet technique. Mais traiter du volet technique, ça demande plusieurs jours. Alors, tout d'abord, ce que je dois dire, c'est que je connais
et je ne perds pas de vue les contraintes de notre environnement en Algérie. On a des contraintes institutionnelles qui sont assez lourdes. Alors, les deux contraintes que l'on a dans les entreprises et sur lesquelles il faudra absolument intervenir, c'est tout simplement, il y en a deux, je pense, c'est que il y a une faiblesse ou une absence de système d'information dans la très large majorité de nos entreprises. Très peu d'entreprises ont un ERP. Hein. Et la deuxième chose, c'est que dans nos entreprises, dans la grande majorité de nos entreprises, il n'y a pas de système de comptabilité analytique. Alors, bien évidemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chez nous, en fait, le pilotage de l'entreprise, c'est un pilotage à l'aveugle. Hein. À partir du moment où on a ni ERP ni système de comptabilité analytique, il est difficile de parler de contrôle de gestion et il est difficile de parler de pilotage de la performance. Alors, ça ne veut pas dire que parce qu'on n'a pas ça, on ne doit pas essayer de s'intéresser à ce sujet. Tout simplement parce que ce que l'on va dire au jour d'aujourd'hui, c'est que ça sera très probablement utile soit pour mettre en place un système de comptabilité analytique, soit pour développer un ERP, soit pour améliorer ce qui existe et qui est probablement insuffisant. Alors, à partir de là, je crois que il y a deux éléments fondamentaux que l'on doit rappeler avant de parler du contrôle de gestion. Le premier élément fondamental pour bien situer le contrôle de gestion et son contexte bien spécifique, c'est de dire que quand une entreprise grandit, de facto, on est obligé de décentraliser. Hein. On est obligé de décentraliser et si on décentralise, ça veut dire que on délègue, d'accord? Alors, à partir du moment où vous décentralisez et que vous déléguez, il y a la nécessité de coordonner. Il y a la nécessité de la coordination. Alors, pourquoi? Parce que déléguer, ça ne veut pas dire qu'on abandonne l'autorité. Hein. Déléguer, ça ne veut pas dire qu'on abandonne l'autorité. Déléguer, ça veut tout simplement dire une autre manière de gérer. Ça veut dire fixer des objectifs, approuver des plans d'action, vérifier des résultats par rapport à des objectifs. Hein. C'est en gros déléguer, ça veut dire qu'il faut rendre compte. Hein. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pilotage, c'est tout simplement la contrepartie de la logique de la délégation. Hein. C'est la délégation qui crée la nécessité du pilotage. Alors bien évidemment, j'allais dire, le contrôle de gestion, c'est donc d'abord un outil de direction par objectif. Hein. C'est un outil de direction par objectif et c'est quelque chose qui permet d'éclairer le cheminement vers ces objectifs. Ça, c'est le premier élément du contexte. Le deuxième élément du contexte, c'est que le contrôle de gestion a beaucoup évolué. Hein. Alors, le contrôle de gestion a beaucoup évolué. Pour votre information, le contrôle de gestion est né aux États-Unis. Hein. Il est né aux États-Unis, notamment dans les années 50, hein, notamment dans l'industrie automobile, hein, et dans un environnement qui était un environnement plutôt industriel. Hein, et ce contrôle de gestion, il a beaucoup changé, il a beaucoup évolué. Alors, pourquoi le contrôle de gestion a beaucoup évolué? C'est tout simplement parce que il a dû suivre l'évolution des organisations. Hein. Il a dû suivre l'évolution des organisations et les organisations, elles ont évolué parce qu'il y a eu des évolutions de l'environnement. Hein.
C'est-à-dire que les évolutions de l'environnement ont conduit à des évolutions d'organisation et il y a eu la nécessité que le contrôle de gestion s'adapte à ces nouveaux modes d'organisation. Alors les deux principales éléments qui ont fait que le contrôle de gestion a évolué, c'est d'abord la concurrence. Hein. On est dans un environnement concurrentiel de plus en plus grand, et notamment dans les années 60, 70, plutôt les années 70, 80. Les Américains, qui sont les précurseurs du contrôle de gestion, ont subi de plein fouet la concurrence, notamment à l'époque des Japonais. Hein, notamment des Japonais, et donc ils ont dû un petit peu revoir leur mode d'organisation et leur mode de pilotage. Alors le premier élément qui explique l'évolution du contrôle de gestion, c'est la concurrence. Le deuxième élément, c'est les changements technologiques. Hein. Les changements technologiques ont conduit à des changements dans la philosophie du contrôle de gestion. Alors, dans les années 50, on était un petit peu dans l'état d'esprit qu'on est au jour d'aujourd'hui en Algérie. Hein. C'est que aux États-Unis, dans les années 50, le contrôle de gestion, c'était une technique purement financière et comptable. Hein. C'était une technique purement financière et comptable qui avait pour objectif tout simplement de vérifier l'utilisation efficace des ressources en milieu industriel. On chassait les gaspillages. Hein. C'était ça le contrôle de gestion à l'époque. C'est un petit peu l'état d'esprit dominant que l'on a chez nous. Mais peu à peu, on est sorti de cette vision restrictive et le contrôle de gestion, c'est devenu un outil de pilotage. C'est devenu un outil de leadership, hein, avec une forte dimension non plus financière et comptable, mais avec une forte dimension organisationnelle et humaine. Hein. Ça veut dire que on est passé progressivement de l'autorité à l'influence. Hein. Avant, on était dans l'autorité, on est maintenant dans l'influence. Alors, bien évidemment, on ne peut plus se limiter aux données financières et comptables. Hein. On ne peut plus se limiter aux données financières et comptables. Le champ d'investigation est beaucoup plus large. Alors, où en sommes-nous? Où en sommes-nous aujourd'hui? Alors, j'ai envie de dire que aujourd'hui, la meilleure manière de qualifier le contrôle de gestion, c'est de dire le contrôle de gestion est un outil de leadership. Hein, un outil de leadership. Et je me permets de reprendre une citation du grand théoricien du contrôle de gestion. En fait, les théoriciens du contrôle de gestion, pour la plupart, Pardon, Monsieur Skek, je pense que... Oui, il y a eu une petite coupure. Alors, si vous voulez, je reprendrai une phrase du professeur Anthony qui dit le contrôle de gestion est un processus destiné à motiver les responsables et à les inciter à exécuter les activités contribuant à l'atteinte des objectifs de l'organisation. Vous voyez, on est quand même très très loin d'une terminologie financière et comptable. Alors, le contrôle de gestion, comme je vous le disais, c'est devenu un outil de leadership. Alors, quand on dit outil de leadership, on verra ce que ça veut dire, mais comprenez que le contrôle de gestion, c'est déjà un élément important du travailler ensemble, hein,
du travailler ensemble, et c'est un élément important du travailler ensemble dans la transparence. Hein. Alors, quand vous lisez la littérature au jour d'aujourd'hui, la littérature actuelle sur le contrôle de gestion, vous allez voir que les mots les plus importants, que vous allez trouver communication, vous allez trouver langage partagé, vous allez trouver influence des comportements pour une convergence des buts, vous allez trouver motivation, vous allez trouver adhésion, vous allez trouver engagement autour du projet d'entreprise. On est loin, comme vous le voyez, des données financières et comptables et du calcul des coûts, hein, qui sont une vision très restrictive du contrôle de gestion. Alors, il y en a qui vont beaucoup plus loin, qui disent le contrôle de gestion, c'est la mise sous tension des ressources humaines. C'est la mise sous tension des ressources humaines. Alors, si vous voulez, il faut revenir aux bases de la terminologie. Alors, chez les anglo-saxons, qui encore une fois sont les précurseurs du contrôle de gestion et avant-gardistes dans ces évolutions. Quand on est anglo-saxon, quand on écrit contrôle sans E, hein, ça veut dire maîtrise. Contrôle, ça veut dire maîtrise. Alors, maîtrise, chez un anglo-saxon, ça veut dire adaptation permanente à l'environnement. Adaptation permanente à l'environnement, ça veut dire piloter. D'accord? Alors que chez nous, ou chez certains Européens, contrôle, ça veut dire vérification, respect de la norme. Ça veut dire le gendarme. Hein. Le contrôleur de gestion n'est pas un gendarme. Hein. C'est une vision erronée du contrôle de gestion. Alors, le contrôle de gestion, si vous voulez, si on regarde en haut, qu'est-ce qu'il fait? Il accompagne le développement de la stratégie de l'entreprise. Il accompagne le développement de la stratégie de l'entreprise, mais aussi de temps en temps, notamment lors de la démarche budgétaire, hein, qui est une partie intégrante du contrôle de gestion, il évalue la pertinence de la stratégie. Il évalue la pertinence de la stratégie, c'est-à-dire qu'il regarde un petit peu s'il y a une correspondance entre les objectifs et les enjeux. Pourquoi? Parce que il participe à la traduction de la stratégie en plan opérationnel. Alors, bien évidemment, pour faire cela, il évalue et il pilote la performance. On verra plus tard qu'est-ce que ça veut dire. Mais si on doit résumer, si vous voulez, le contrôle de gestion, c'est un processus. Alors, comme tous les processus, c'est d'abord un état d'esprit. Hein, c'est d'abord un état d'esprit. J'ai presque envie de dire, c'est une culture d'entreprise, d'accord? Donc c'est un état d'esprit plus des outils, plus des méthodes, plus des normes, plus des référentiels et surtout un système d'information. Hein. Alors, bien sûr, le contrôle de gestion continue à faire parler les chiffres, hein, parce que c'est une des tâches importantes du contrôle de gestion, c'est de faire parler les chiffres. Mais il fait parler les chiffres pas n'importe comment. Il produit des informations qui sont exploitables. Hein. Il produit des informations qui sont exploitables. Ça veut dire que quand on produit des informations exploitables, ça veut dire que le contrôle de gestion remplit grosso modo deux missions. La première mission, c'est un outil d'aide à la décision. Hein. C'est un outil d'aide à la décision, mais attention, la décision ne lui incombe pas. Le contrôle de gestion ne décide pas. Il agit sur l'environnement de la décision
et il propose des solutions et des alternatives. Le deuxième élément, c'est qu'il est force de proposition. Comme il produit des informations exploitables, il est force de proposition à la fois opérationnelle et stratégique, puisqu'il est un observateur important de l'environnement interne et externe de l'entreprise. D'accord ? En d'autres termes, le contrôleur de gestion, si je peux m'exprimer ainsi, c'est celui qui organise la vigilance et qui participe, mais il n'est pas tout seul à la résolution des problèmes. Alors, bien évidemment, si vous voulez, il y a une erreur que l'on fait souvent, c'est que il y a une erreur de perception que l'on fait souvent, que l'on rencontre souvent chez nous, c'est que le contrôle de gestion, ce n'est pas uniquement regarder dans le rétroviseur. Hein. Le contrôle de gestion, ce n'est pas regarder dans le rétroviseur. Objectivement, la principale tâche du contrôle de gestion, c'est l'élaboration des prévisions. Hein. C'est l'élaboration des prévisions à travers un certain nombre de choses, mais notamment il élabore les prévisions parce que il maîtrise le passé et le présent. Hein. Donc c'est son principal boulot, c'est de monitorer les prévisions. Alors si on résume maintenant l'aspect temporel, le contrôle de gestion, c'est observer, prévoir, mesurer et agir. Hein, c'est les quatre termes les plus importants de son action. Mais pour cela, si vous voulez, il facilite la circulation de l'information. Il facilite la circulation de l'information. Pourquoi? Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, le contrôle de gestion, c'est un langage commun. C'est un langage qui est partagé par les trois niveaux de l'entreprise que nous verrons tout à l'heure. Alors, il facilite la circulation de l'information. Dans un premier temps, il facilite l'information top-down, hein, c'est-à-dire du haut vers le bas. Là, il permet, si vous voulez, de faire descendre au niveau de l'organisation les informations sur l'environnement économique, sur les orientations stratégiques de l'entreprise, par exemple. Il fait circuler l'information bottom-up, du bas vers le haut. Là, il fait remonter les résultats financiers et non financiers. Et puis, bien évidemment, il fait circuler l'information de manière horizontale. On voit bien que c'est un élément important d'un langage commun. Ok. Alors, dans tout ça, si vous voulez, il est le garant de la cohérence et de la coordination. Hein. Il est le garant de la cohérence et de la coordination. Mais il a avant tout aussi une vision horizontale de l'organisation de l'entreprise. Alors, quand on a dit ça, comment est organisé le contrôle de gestion? Alors, si on regarde le cadre institutionnel et le rôle des acteurs du contrôle de gestion, on se rend compte que, en fait, très objectivement, il n'y a pas de système unique. Il n'y a pas de système unique et il n'y a pas de formalisme absolu sur l'organisation du contrôle de gestion. Il y a des facteurs qui vont influencer l'implémentation du contrôle de gestion. Alors, il sera déployé à travers l'influence de 5 variables. Je pense qu'il y a 5 variables qui influenceront le cadre institutionnel du contrôle de gestion.
La première variable, c'est bien évidemment la taille et l'organisation de l'entreprise, qui aura une influence primordiale, tout simplement parce que, soyons clairs, la structure, l'organisation, dans toute entreprise, c'est le premier niveau de contrôle. Hein. Une organisation, c'est déjà un moyen de contrôle. Hein. C'est le premier niveau du contrôle, l'organisation. Ensuite, ça va dépendre de la nature de l'activité. Quand on a une activité industrielle ou quand on a une activité commerciale pure ou quand on a une activité gouvernementale, hein, un hôpital peut avoir un contrôle de gestion, une fabrication d'acier peut avoir un contrôle de gestion, une activité de négoce peut avoir du contrôle de gestion. La nature de l'activité va influencer le cadre institutionnel dans lequel on va le déployer. Il y a bien évidemment la culture des dirigeants et la gouvernance de l'entreprise, hein, qui va avoir une influence directe sur ce que l'on va mettre en place. Ensuite, l'environnement aura une influence, tout simplement parce que plus l'environnement est concurrentiel, plus le contrôle de gestion sera développé. Et puis les derniers éléments qui va déterminer le cadre institutionnel, c'est la qualité et la profondeur du système d'information. Hein. La qualité et la profondeur du système d'information. Alors, quand on a dit ça, quel est le rôle des acteurs, hein? Quel est le rôle des acteurs? Alors, dans les entreprises, si vous voulez, en gros, quand on parle de contrôle de gestion, on a trois catégories d'acteurs. Hein. On a trois catégories d'acteurs. Le premier acteur, c'est la direction générale. Hein. C'est la direction générale. Alors, la direction générale, si je reprends une expression de Caroline Selmer, dont je vous invite à consulter les ouvrages, la direction générale, c'est elle qui donne la feuille de route. Hein. Elle donne la feuille de route. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que donner la feuille de route, ça veut dire que on définit la stratégie et on fixe les objectifs stratégiques dans le cadre d'un processus de planification. Hein. Qu'est-ce qu'on peut avoir, par exemple, comme objectif stratégique? Un objectif stratégique, c'est par exemple, je veux accroître ma part de marché. Ça, c'est un objectif stratégique. Et ensuite, la direction générale, quand elle a défini la stratégie et fixé les objectifs stratégiques, elle doit diffuser ces objectifs stratégiques et par rapport à ces objectifs stratégiques, elle doit déléguer les responsabilités. Elle doit déléguer les responsabilités au niveau des opérationnels. Alors, pour piloter, ça suppose que l'entreprise doit être organisée en centre de responsabilité. D'accord? Donc, une des tâches de la direction générale, accompagnée par le contrôle de gestion, ça sera de découper l'entreprise en centres de responsabilité. Alors, un centre de responsabilité, c'est quoi? C'est tout simplement des missions, plus une délégation, plus des délégations d'autorité, plus une allocation de moyens. Hein. Donc, à chaque fois que vous allez déléguer des missions, vous allez définir des missions, déléguer des pouvoirs d'autorité et allouer des moyens, vous allez créer un centre de responsabilité. Alors, bien évidemment, la direction générale, elle définit aussi les missions du contrôle de gestion. Et à mon avis, le contrôle de gestion, il est toujours très très proche de la direction générale. Hein. Il a normalement rien à faire au niveau de la direction financière et comptable, contrairement à ce que l'on trouve souvent chez nous. Ça n'a absolument rien à voir. Alors, bien évidemment, la direction générale, dans le cadre de la définition de la feuille de route, elle fixe les règles du jeu. C'est-à-dire, en gros, les arbitrages qui pourront être rendus entre la gestion et le contrôle. Alors, maintenant, le contrôleur de gestion.
Le contrôleur de gestion, deuxième niveau du cadre institutionnel, deuxième acteur, lui, il éclaire la route. Alors, on a vu, la direction générale donne la feuille de route. Le contrôleur de gestion, lui, il éclaire la route. Il éclaire la route. Et comme on le verra, il n'y a pas de fiche de poste unique pour un contrôleur de gestion. Ce que la meilleure manière de l'appréhender, c'est de dire le contrôleur de gestion, c'est un business partner. C'est pas un gendarme. C'est un business partner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il est là pour fournir des outils et des conseils. Il fournit des outils et des conseils pour gérer et proposer des solutions d'amélioration. D'accord? Donc il est outil, il est fondamental pour proposer des solutions d'amélioration. Alors bien évidemment, il participe à la mesure des réalisations par rapport aux objectifs. Il est l'élément fondamental du système de mesure, hein, c'est-à-dire que dans la conception, l'animation et l'évolution des outils méthodologiques, hein, pour évaluer la performance, c'est le travail du contrôleur de gestion. Les systèmes de mesure, c'est lui qui intervient pour les fixer. Alors bien évidemment, il éclaire la route, hein, ça veut dire qu'il pousse les opérationnels, il pousse les opérationnels, il impulse, mais attention, il n'a pas vocation à se substituer aux opérationnels, hein. C'est une erreur que l'on commet souvent, d'amener le contrôleur de gestion à se substituer à l'opérationnel. Alors bien évidemment, comme il est proche de la direction générale, il recueille les attentes de la direction générale pour mieux comprendre les besoins de pilotage de la direction générale, c'est aussi lui qui fournit à temps, je dis bien à temps, les données clés avec ses commentaires pour faciliter la compréhension de l'évolution des choses par la direction générale. Alors, dans les grands groupes, le contrôleur de gestion, il a aussi un rôle très important de communication externe, notamment en direction des actionnaires, hein. Si vous voulez, souvent lors de la présentation des résultats annuels des grandes sociétés internationales, c'est le contrôleur de gestion qui fait la présentation. C'est lui qui fait la présentation des résultats annuels. Alors, le troisième niveau, après la direction générale et le contrôleur de gestion, c'est les opérationnels. Les opérationnels, c'est ce qu'on appelle, on appelait tout à l'heure les centres de responsabilité. Alors, ces centres de responsabilité, ces opérationnels, eux, alors on a vu qu'il y en a un qui trace la route, il y en a un qui éclaire la route. Excusez-moi, il y en a un qui donne la feuille de route. Il y en a un qui éclaire la route. Les opérationnels, c'est eux qui tracent la route, hein. C'est eux qui tracent la route. Alors, si vous voulez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que eux, ils définissent et négocient leurs objectifs en cohérence avec les objectifs stratégiques. C'est-à-dire, on leur communique les objectifs stratégiques et eux, par rapport à ça, ils négocient leurs objectifs en cohérence, ils définissent les objectifs en cohérence avec les objectifs stratégiques de l'entreprise et bien évidemment, dans cette négociation, ils négocient l'allocation des moyens et qui leur permet de souscrire à ces objectifs. Bien évidemment, tout ça est mené en concertation avec la direction générale. Alors, il faut bien voir que c'est les opérationnels qui conçoivent leur plan d'action.
c'est les opérationnels qui conçoivent leur plan d'action et qui évaluent les moyens pour atteindre les objectifs. C'est-à-dire que, en d'autres termes, les opérationnels, ils sont totalement indépendants dans la définition des tâches. Hein. Bien évidemment, ils doivent eux-mêmes s'assurer de façon permanente que les moyens qui sont mis à leur disposition sont utilisés au mieux pour que les objectifs soient atteints. Alors, bien évidemment, c'est eux qui décident des actions correctrices à mettre en œuvre, et ils ont un élément fondamental, c'est d'alimenter la base. C'est eux qui alimentent à la base le système d'information de l'entreprise. Hein. C'est eux qui alimentent à la base le système d'information de l'entreprise. Alors, si je vous donnais une analogie, hein, pour que vous compreniez bien quelle est la différence entre les opérationnels et le contrôle de gestion. Hein. On va prendre un bateau. Hein. Supposons qu'il y a un bateau qui fait Alger-Marseille. Hein. Il y a un bateau qui fait Alger-Marseille. Bon, le contrôle de gestion, il choisit pas le cap. Le cap, c'est Marseille. Il choisit pas l'heure d'arrivée. 6h30. Ça, c'est l'objectif, c'est les objectifs. Ça, c'est le boulot des opérationnels. C'est pas lui qui pilote. Hein, c'est pas lui qui pilote. Le plan d'action, c'est les opérationnels. Mais le contrôleur de gestion, c'est lui qui donne les instruments, en gros le GPS. Hein, c'est lui qui donne les instruments. En gros, le GPS, c'est ce qu'on appelle les indicateurs, hein, qui vont permettre de réduire tout éventuel écart de route par rapport au cap, hein, et qui vont permettre de prendre en charge tout éventuel retard vis-à-vis de l'horaire. Hein. Ça c'est le boulot du contrôleur de gestion. Mais ça va permettre les données que va donner le GPS vont permettre au pilote du bateau de rectifier sa route, hein, et d'accroître la vitesse. Ça, c'est ce qu'on appelle les actions correctives. Ok. Donc, il faut pas mélanger les deux choses. Alors, si vous voulez, maintenant, quel est le profil du contrôleur de gestion? Quel est le profil d'un bon contrôleur de gestion? Alors, j'étais la semaine dernière pour une conférence identique avec les gens de Sétif. Il n'y a pas besoin d'être financier pour être contrôleur de gestion. Je dirais même, on pourra discuter du profil idéal. J'ai ma propre idée sur le profil idéal du contrôleur de gestion. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une perle rare. Hein. C'est une perle rare, et dans les grandes entreprises multinationales, très souvent, le contrôleur de gestion devient le directeur général. Hein. C'est la voie royale vers la direction générale. Hein. Alors, si vous voulez, bien évidemment que il faut disposer des techniques d'analyse. Hein. Mais franchement, calculer des écarts de coûts, des écarts de prix, des écarts de quantité, calculer des écarts budgétaires, franchement, c'est ce qui est le plus facile à comprendre et à appréhender. Hein. La technicité, c'est ce qui est le plus facile dans le management. Hein. Le plus difficile, c'est d'acquérir le leadership. Alors, bien évidemment qu'un contrôleur de gestion doit disposer des techniques d'analyse. Hein. Mais je pense que il doit disposer d'une capacité à comprendre et à interpréter les chiffres, et il doit disposer d'une vision globale, hein, d'une vision globale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il doit avoir une bonne maîtrise, de l'environnement interne de l'entreprise. Il doit avoir une bonne maîtrise de l'environnement interne de l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que
il doit maîtriser l'ERP. Il doit totalement maîtriser l'ERP et il doit aussi totalement maîtriser les processus de l'entreprise. Hein. Donc, vous voyez, là, il y a une petite consonance ingénieur qui devient de plus en plus importante et il y a une petite consonance IT, système d'information, qui devient de plus en plus importante. Hein. Moi, je pense qu'il est plus facile d'acquérir la compréhension financière et comptable des choses que d'acquérir la compréhension IT des choses, l'ERP et les dispositifs industriels notamment. C'est plus facile d'obtenir l'un par rapport à l'autre. Alors, bien évidemment, mais c'est pas uniquement un technicien du chiffre. Hein, c'est pas un technicien du chiffre. Tout à l'heure, je disais, c'est un business partner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un contrôleur de gestion, il doit maîtriser les volets communication, il doit maîtriser le volet pédagogie, il doit maîtriser le volet gestion interpersonnelle. C'est fondamental. Pourquoi? Parce que un contrôleur de gestion qui se comporte comme un gendarme et qui n'a pas compris à quoi servait le contrôle de gestion, c'est quelqu'un qui va générer de la méfiance plutôt que de la communication. Parce que un contrôleur de gestion, c'est d'abord un communicant. Hein. C'est d'abord un communicant et pour qu'il soit crédible, il doit avoir une neutralité, il doit avoir une objectivité. C'est quelqu'un qui doit faire preuve de beaucoup de ténacité. C'est des qualités essentielles. Donc vous voyez que le contrôleur de gestion, c'est pas un petit comptable ou un petit financier. Hein. C'est quelqu'un qui a les qualités naturelles du leadership. Alors, bien évidemment, n'oubliez pas une chose, c'est que le contrôle de gestion ne pourra pas être efficace si il n'y a pas une adhésion forte au projet d'entreprise. Hein. Alors bien évidemment, ça veut dire que il y a un rôle important pour le leadership de la direction générale, mais le contrôleur de gestion peut totalement aider à l'exercice du leadership par la direction générale. Alors le pilotage. Piloter, qu'est-ce que c'est? Alors piloter, c'est tout simplement prévoir. Hein. Mais comme on dit, gouverner, c'est prévoir. Disait, je crois, c'était Émile Girardin qui disait, gouverner, c'est prévoir. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'on pilote ce que l'on mesure? Est-ce que l'on pilote doit être mesurable? Je pense que oui. Hein. Alors, rappelez-vous d'une chose, c'est que décider, c'est choisir. Décider, c'est choisir. Et là, si vous voulez, il faut sortir un petit peu de l'état d'esprit français, soyons très très clairs. Hein. Quand moi je suis, alors j'ai bouffé des heures et des heures et des heures en troisième année et en quatrième année à l'université d'Alger sur la comptabilité analytique. Franchement, ça m'a servi absolument à rien. J'ai découvert en arrivant aux États-Unis la comptabilité de gestion. J'ai découvert que en fait il n'y avait pas de plan comptable, que ça servait absolument à rien. J'ai découvert que la comptabilité de gestion c'était un outil d'aide à la décision. Hein. Donc on fait beaucoup de choses dans notre état d'esprit parce qu'on est très français dans la manière d'enseigner qui ne servent absolument à rien. Alors, ce que l'on doit comprendre, c'est que décider, c'est choisir. Alors, pour choisir, il faut aller très vite. Et ce que l'on doit comprendre, c'est ce qu'on appelle la pertinence. Alors, la pertinence, c'est qu'est-ce qui change entre les alternatives. D'accord? Alors, si vous êtes français, vous allez expliquer les trois alternatives globalement.
Vous allez expliquer les trois alternatives globalement. Vous allez faire des longs développements sur l'historique de la chose, blablabla, bla, 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 mais à la fin de la journée, ça sert à rien. Hein. L'Américain, qu'est-ce qu'il va regarder? Il va regarder qu'est-ce qui change dans les trois alternatives. Et ce qui va l'intéresser, c'est uniquement qu'est-ce qui change dans les trois alternatives. Il va pas s'intéresser aux trois alternatives dans la globalité. Parce que décider, c'est choisir. Alors, bien évidemment, le pilotage, c'est une démarche managériale. Hein. Piloter, c'est une démarche managériale. Alors, c'est quoi une démarche managériale? C'est quelque chose qui relie la stratégie à l'action. Hein. Alors, pour passer de la stratégie à l'action, on passe par l'intermédiaire des objectifs et des plans d'action. Hein. Les objectifs et les plans d'action. C'est une démarche managériale, ça suppose une organisation. Hein. L'organisation, on l'a vu, c'est l'organisation par centre de responsabilité, par fonction, par processus ou par projet. Pour qu'il y ait un pilotage, il faut que vous puissiez vous appuyer sur des outils. Hein. Alors, les outils, on les connaît, c'est la comptabilité analytique, c'est les prévisions, c'est le contrôle budgétaire, c'est les tableaux de bord, c'est les KPI. Alors, bien évidemment, un bon outil, c'est quoi? C'est celui qui permet d'anticiper et d'expliquer et d'être orienté vers la prise de décision. Hein. Parce que souvent, si vous voulez, chez nous, ce que je remarque, c'est que on calcule un coût, on calcule des coûts. C'est très bien de calculer des coûts complets, les sections homogènes, les répartitions primaires, secondaires. C'est vachement bien hein, quand on est à la fac. Mais à quoi ça sert? L'idée, c'est que l'outil doit être un outil d'aide à la décision. Hein. Alors, bien évidemment, c'est une pratique managériale qui se base sur des pratiques. Alors, ces pratiques, on les connaît, c'est l'analyse, le diagnostic, le retour d'expérience, etc., etc. Alors, quand on veut piloter, on a trois composantes importantes. On a trois composantes importantes. On doit avoir une organisation. Hein. Une organisation, ça veut dire que cette organisation, elle doit être faite autour des centres de responsabilité. C'est la direction générale qui définit les centres de responsabilité. Alors, définir des centres de responsabilité, c'est fixer des missions, c'est déléguer de l'autorité et bien évidemment allouer des moyens. Le deuxième élément de l'outil de pilotage, c'est le système de gestion. Il faut avoir un système de gestion qui, lui, est totalement conçu et animé par le contrôle de gestion. C'est le contrôle de gestion qui met en place le système de gestion de pilotage. Et bien évidemment, on a un processus, dernière étape, après l'organisation, le système de gestion, on a un processus de contrôle qui est de la responsabilité des opérationnels. Eux, ils se fixent des objectifs, ils mesurent les réalisations par rapport aux objectifs et bien évidemment, c'est ce qui permet la mise en œuvre des actions correctrices. Alors, dans la mise en œuvre du système de pilotage, il y a deux écueils majeurs. Il y a deux écueils majeurs que l'on rencontre quasiment tout le temps. Le premier écueil majeur, c'est que il faut pas favoriser la performance à court terme par rapport au détriment de la compétitivité à long terme. D'accord. Souvent, favoriser la performance à court terme, c'est souvent au détriment de la compétitivité à long terme. Et deuxième écueil majeur, c'est favoriser la performance locale par rapport à la performance globale de l'entreprise. Alors, on parle de performance. Bon, c'est bien beau, mais qu'est-ce que ça veut dire la performance? C'est quoi la performance? La performance, c'est un résultat dans un domaine précis. Hein.
mais elle renvoie à deux questions clés. Hein. Quand on analyse la performance, on s'interroge à deux questions clés. La première question, c'est, on se dit, est-ce que le livrable est conforme aux attentes des clients internes ou externes de l'entreprise? D'accord? Alors, en gros, est-ce que l'objectif a été atteint? Hein? Ça, c'est ce qu'on appelle l'efficacité. D'accord? C'est le premier élément de la performance, c'est l'efficacité. Le deuxième élément, c'est-à-dire est-ce que les gens ont livré ou n'ont pas livré? Le deuxième élément d'appréciation de la performance, c'est on se pose la question, est-ce que le livrable a été obtenu dans des conditions économiques acceptables? C'est ce qu'on appelle l'efficience. Mais l'efficacité et l'efficience, c'est pas la même chose. Hein. Et bien évidemment, la performance, c'est une combinaison entre l'efficacité et l'efficience. L'efficacité, c'est ce qui produit l'effet attendu. C'est l'efficacité, c'est la relation entre l'objectif et la réalisation, alors que l'efficience, c'est la relation entre les coûts et la réalisation. C'est-à-dire, c'est la relation qu'il existe entre les moyens engagés et les résultats obtenus. C'est deux choses complètement différentes. Donc, le contrôleur de gestion, il faudra bien qu'il respecte cette balance. Alors, il y a deux dimensions dans la performance. Il y a la dimension financière de la performance, c'est ce qu'on maîtrise généralement le mieux, c'est la vision consolidée. La vision consolidée de la performance, c'est celle qu'on trouve dans le bilan, c'est celle qu'on trouve dans le compte de résultats. Elle est utile pour la définition et le pilotage stratégique, mais c'est pas fondamentalement le travail du contrôleur de gestion. Hein. Il doit la maîtriser, mais c'est pas fondamentalement son travail. La dimension opérationnelle de la performance, c'est-à-dire la vision globale, la vision locale de la performance, c'est-à-dire éclairer et orienter l'action des centres de responsabilité. On est plus là dans le champ d'intervention du contrôleur de gestion. Mais ça ne veut pas dire qu'il doit pas maîtriser la dimension financière de la performance. Alors, bien évidemment, si vous voulez, la mesure de la performance, ce n'est pas uniquement des indicateurs financiers et non financiers. Il y a aussi beaucoup d'indicateurs non financiers. Hein. Alors, pourquoi? Parce que à l'heure actuelle, le contrôle de gestion, et ça va s'accélérer notamment avec la crise sanitaire, le contrôle de gestion est en train de s'élargir à d'autres domaines de la performance, avec notamment le développement de la responsabilité sociale et environnementale. Hein. Notamment, on peut relever aussi que le contrôle de gestion on peut relever aussi l'importance croissante dans les entreprises accordée à la gestion des risques, hein, à la gestion de tous les risques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le contrôle de gestion devient aussi peu à peu un outil de réduction des incertitudes. C'est un outil de réduction des incertitudes. Alors, j'arrive au terme de ce webinaire, hein, au terme de ce webinaire, vous voyez, on a mis 1 heure, c'était prévu 45 minutes. J'ai envie de vous dire, en vous livrant une métaphore de Sénèque que l'on trouve dans tous les livres de stratégie du monde, hein, et qui doit être médité. Il dit, il n'est pas de bon vent favorable au marin qui ne sait où il va. C'est-à-dire, si vous savez pas où vous allez, il n'y a pas de vent favorable. Hein. Alors, je terminerai en vous disant que, bien évidemment, si on devait approfondir le sujet plus technique, hein, ce que je fais dans le
dans le séminaire que j'organise un peu partout en Algérie. J'ai mis beaucoup de temps à développer ce produit de contrôleur de contrôle de gestion, puisque c'est franchement très compliqué à assimiler. On développe dans le séminaire le volet technique. Alors le volet technique, c'est les méthodes de calcul et de la gestion stratégique des coûts. Hein. Une fois qu'on comprend la philosophie générale du contrôle de gestion, on peut passer au volet technique. Alors le volet technique, c'est les méthodes de calcul et la gestion stratégique des coûts. C'est le système de pilotage de la performance, notamment la conception et le déploiement des tableaux de bord après la définition des KPI qui soient appropriés. C'est la démarche budgétaire qu'il faut bien assimiler. Et le dernier élément, c'est l'ERP qui est l'élément fondamental. Alors, je vous remercie de votre attention et je suis totalement disposé à répondre à vos questions. Merci, Monsieur Skek, pour cette pertinente intervention. Donc, vraiment, je suis contente parce que le sujet est en relation avec un module que j'assure avec les étudiants de 4e année. Donc, les étudiants, après avoir passé un premier semestre à comprendre le fonctionnement des bases de données, ils découvrent les ERP. Et avant de faire découvrir les ERP aux étudiants, donc ils ont un chapitre dédié au système d'information. Donc, on parle de concurrence, on parle des différents niveaux de l'organisation, des flux d'informations. Et là, vraiment, ça va dans ce sillage, ça complète la formation. On parle du contrôle de gestion. Avant de passer à cette partie débat, j'invite les participants à prendre en note leurs questions. Donc, vous pouvez les rédiger via la partie chat ou alors, ou mieux encore, prendre la parole. Voilà. Donc, avant de poser la première question de M. Brahimi, moi, j'ai une question. Donc, les étudiants découvrent les ERP, ils découvrent la prise de décision. Et ma question, c'est vraiment, ça porte sur les KPI, les indicateurs de performance. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Monsieur Skek, sur ces indicateurs de performance et leur impact dans la prise de décision et bien évidemment leur relation avec le contrôle de gestion? Merci. Si vous voulez, le KPI, c'est fondamental. Hein, c'est fondamental. Si vous voulez, le KPI, en gros, c'est l'indicateur. Hein, c'est l'indicateur que l'on trouve. C'est l'indicateur que l'on trouve dans les tableaux de bord. Hein. Alors, ce que je veux dire, c'est que cet indicateur, il faut qu'il ait un sens. Hein. Il faut qu'il ait un sens et il faut qu'il soit orienté. Il faut qu'il soit orienté vers l'objectif. Hein. C'est-à-dire, en gros, encore une fois, l'idée, c'est d'orienter le comportement des gens vers où on veut les emmener. Hein. Donc, on fait pas un KPI pour faire un KPI. On fait un KPI pour orienter l'action vers où on veut la mener. Hein. Voilà. C'est un peu ça. J'ai pas mes notes plus précises avec des exemples malheureusement, mais on pourra discuter. Vous savez, c'est un immense travail de définir des KPI. Hein. C'est un immense travail de définir des KPI. Bon, il faut que ce soit des KPI qui soient partagés. Il faut qu'ils soient orientés vers la prise de décision. Hein. C'est pas des choses complètement arbitraires. Hein. Il faut qu'ils soient réalistes. Il faut qu'ils soient complètement réalistes, etc. Hein. Il faut pas que ça soit de l'arbitraire. Hein. Voilà. Si je devais définir les KPI. Merci. C'est-à-dire, en gros, définir des KPI pertinents, c'est assez compliqué. Hein. C'est assez compliqué.
parce que encore une fois, ce que vous voulez, bon, il faut qu'il soit en relation avec les tâches de celui à qui vous fixez le KPI, et que ça soit un KPI qui soit fondamental pour la réalisation de l'objectif. Hein, pour la réalisation de l'objectif. On fixe pas un KPI comme ça. Hein. Voilà, c'est pas comme ça que ça se fait. Merci, merci Monsieur Skek. Alors, on va prendre une question de Monsieur Brahimi. Alors, sa question est la suivante. Comment un système d'information peut-il influencer les missions d'un contrôleur de gestion? Je dirais que c'est l'inverse. C'est le contrôleur de gestion qui participe à la définition du système d'information. Voilà. Le contrôleur de gestion, c'est le contrôleur de gestion quand vous déterminez le RP, quand vous fixez le RP, le contrôleur de gestion a un rôle fondamental. Pourquoi? Parce que le RP, c'est quelque chose qui doit être orienté vers le système de pilotage. Hein. Et la définition, la conception du système de pilotage et l'animation du système de pilotage, c'est le boulot du contrôleur de gestion. Donc le contrôleur de gestion, il a un rôle fondamental dans la définition du contrôleur de gestion, et pas l'inverse. Hein. Ce n'est pas le système d'information qui détermine le contrôleur de gestion, c'est le contrôleur de gestion qui détermine le système d'information. Très bien, merci Monsieur Sekek. On passe à la question suivante. Donc, c'est Ayman Bousseta, un ancien de l'école. Alors, la question est la suivante. Dans l'ère de la digitalisation et de l'intelligence artificielle, et surtout avec la crise sanitaire qu'on est en train de vivre, qui a bien montré que l'avenir de toute entité est dans le digital, quel que soit son domaine d'activité, comment voyez-vous, Monsieur Sekek, le mariage intelligence artificielle et le métier du contrôle de gestion? Je sais pas. Je sais pas. Ce que je dis, c'est que chez nous, on met souvent un peu la charrue avant les bœufs. Hein. Avant de parler d'intelligence artificielle, parlons d'abord d'intelligence tout court. Hein. Il faut que l'intelligence arrive aux affaires avant de parler de l'intelligence artificielle. Deuxième chose, c'est que avant de parler d'intelligence artificielle, posons-nous quand même des questions qui sont assez simples. Avons-nous un ERP, hein, un simple ERP, hein, bien évidemment, l'intelligence artificielle, ça aura un impact sur la méthodologie de traitement de la data, etc. On en est sûr, hein. Mais on n'en est pas là chez nous. On n'en est pas là chez nous. Si les priorités, à mon avis, dans le contexte actuel qui est le nôtre, ce n'est pas. Alors, bien évidemment, vous allez me dire qu'on va brûler les étapes. Hein. On va essayer de brûler les étapes. Vous avez peut-être raison, mais ce que je pense, c'est que la priorité des priorités que nous avons chez nous, c'est mettre en place des ERP qui n'existent pas, et deux, alors, dans le secteur bancaire, vous savez, j'avais un collègue à moi qui était directeur général d'une banque française. Quand il venait de temps en temps prendre le café le matin avec moi, et à 7h moins le quart ou à 7h, je pressais sur un bouton et j'avais la totalité des choses qui s'étaient passées dans ma banque la veille. Hein. Et je disais au gars, regarde, je suis pas plus intelligent que toi, hein, mais
mais ma banque, mon cadre institutionnel est 10 fois meilleur que le tien. Hein. Donc, tu as l'impression que je suis plus intelligent que toi, mais je suis pas plus intelligent que toi. J'ai tout simplement un système d'information qui m'accompagne et qui me donne plus de confort que toi. Donc, si je devais m'intéresser à ça, je pense que les deux priorités, c'est la mise en place de la comptabilité analytique et la mise en place d'un ERP. Parler d'intelligence artificielle, vous allez parler à qui de ça? Vous allez parler à qui? Vous allez parler à qui d'intelligence artificielle? Regardez un petit peu l'état de nos entreprises publiques et privées. Hein. Parler d'intelligence artificielle, ça risque d'être largement du wishful thinking, hein, parce qu'on n'en est pas là. Hein. Alors bien évidemment ailleurs, si vous voulez, ça va effectivement impacter. Alors il a un peu raison, monsieur qui pose la question. C'est quoi? C'est que ailleurs, si vous voulez, l'intelligence artificielle va permettre très probablement d'accélérer la décomposition de l'entreprise en processus, hein, et très probablement mener à des manières non plus arbitraires, mais plus proches de la réalité dans la détermination des coûts, dans l'allocation des coûts, dans l'évaluation de la performance. En gros, l'intelligence artificielle, ça va être quoi? Ça va être une capacité, à mon avis, de traitement de la data qui sera sans commune mesure avec ce que nous avons au jour d'aujourd'hui. Voilà, mais je suis pas un spécialiste de l'intelligence artificielle, hein, et je m'intéresse plutôt aux problèmes que rencontrent nos entreprises au quotidien. Hein. Donc, si on arrive à faire comprendre aux dirigeants des entreprises, des PME algériennes, des grandes entreprises algériennes, de la nécessité de mettre en place un ERP, on aura gagné. Hein. Ce qui n'est pas le cas. Hein. Il y a très peu. C'est assez malheureux d'ailleurs parce que construire un ERP, mettre en place un ERP, j'allais dire, ça coûte pas très cher, c'est quelques millions de dinars, mais on ne voit pas la nécessité de le faire. Hein. Et je peux vous dire une chose au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucune banque publique en Algérie qui a un ERP. Aucune. Aucune. Pardon, la BDL, si, non? La BDL. Elle a un progiciel bancaire, mais c'est pas un ERP. Ah, d'accord. Je crois que la difficulté, c'est pas côté financier, parce que le projet ERP, c'est vraiment un projet. Donc, ça commence avec est-ce qu'on va faire l'ERP ou pas, l'audit. Ensuite, quand on décide, on va faire appel à une équipe. Cette équipe va gérer la chose. La difficulté de la migration, parce que quand on passe des flux d'informations qui circulent au niveau de l'entreprise pour les migrer au niveau de l'ERP, donc c'est ça, je crois, la difficulté. Et là, ma question est concernant le profil. Donc, vous avez eu du mal à définir le profil de contrôle de gestion parce que vous avez souligné que c'est un profil qui se concentre pas uniquement sur le côté technique, parce que la technicité, c'est la chose la plus facile à faire. Et donc, ma question, quels sont vos conseils pour pour motiver les étudiants qui actuellement, ils sont en train d'acquérir beaucoup de ce volet technique. Quels sont vos conseils pour qu'ils puissent dévier ou converger vers ce profil de contrôle de gestion? Alors, ça dépend. Vous savez, un ingénieur informatique. Un ingénieur informatique qui a fait beaucoup d'organisations, qui maîtrise la gestion de projet, hein, il pourra très facilement acquérir
il pourra très facilement acquérir la technicité financière. Hein. Mais après, si vous voulez, après, c'est tout le volet interpersonnel. Hein. C'est tout le volet interpersonnel, communication, RH, etc., etc., qu'il faut maîtriser. De la même manière, si vous êtes dans un milieu industriel, hein, si vous êtes dans un milieu industriel, par exemple, vous êtes un brillant ingénieur, vous pouvez très facilement, à mon avis, devenir le contrôleur de gestion d'une cimenterie, par exemple. Hein. Pourquoi? Parce que vous maîtrisez les process, vous maîtrisez les processus. Hein. Pourquoi? Parce que souvent les financiers et les comptables purs, ils maîtrisent pas le volet technique. Hein. Ils maîtrisent pas le volet technique, ils maîtrisent pas le RP. Si vous comprenez pas, franchement, tout à l'heure, vous avez évoqué le problème du KPI. Hein. Si vous maîtrisez pas comment a été construit le KPI, hein, et si vous maîtrisez pas quelle est l'influence de ce KPI sur le process, hein, ça servira à rien. Hein. Parce que, encore une fois, le KPI, il a de sens et d'utilité que s'il permet de vous améliorer. Hein. Mais vous cherchez à améliorer quoi? Vous cherchez à améliorer quoi? Donc, vous voyez, comme quoi le KPI, il faut qu'il soit orienté vers ce que vous voulez influencer. Hein. C'est pas une donnée comptable, un KPI. Hein. C'est pas une donnée comptable. C'est quelque chose qui a une influence, c'est quelque chose qui mesure, quelque chose qui a une influence directe sur ce que vous voulez atteindre. Hein. Ça, c'est pas de la comptabilité, c'est pas du financier. Ça dépendra beaucoup du process. Donc, il faut comprendre les process et comment vous avez construit les KPI. C'est très compliqué à expliquer, mais ce que je veux dire, c'est que ne croyez pas que parce que vous êtes financier et comptable, vous ferez un bon contrôleur de gestion. C'est faux. C'est complètement faux. Un ingénieur informatique peut faire un très bon contrôleur de gestion pour peu qu'il soit pas uniquement ingénieur informatique. Il y a tout le volet organisationnel, tout le volet management de projet, etc., process, etc. Hein. Voilà. Mais bon, ce que je veux dire, c'est que si vous focalisez sur vous allez avoir des gens qui sont majoritairement financiers et comptables. Il faut qu'ils bouffent de l'informatique et qu'ils bouffent de l'organisation. Voilà. C'est le conseil que je peux leur donner. Il faut comprendre comment on construit un ERP. Hein, voilà. Comment on construit un ERP, comment sont construites les bases de données, comment les informations sortent, comment on les analyse, etc., etc. Voilà, c'est un peu ça que je conseillerais. Voilà. Mais encore une fois, moi, je suis pas un spécialiste de tout ça parce que j'étais très à l'aise. Hein. Vous savez, dans la banque, on avait 25 000 informaticiens. On a une ville totale, 25 000 personnes qui travaillaient sur le système informatique. Vous pensez bien que ces gens-là, ils maîtrisaient les choses 10 fois mieux que moi, mais enfin, ils avaient la capacité à nous écouter. Voilà. Merci, Monsieur Sekek. On va donner la parole à l'étudiante Bouzidé Azhar qui voudrait poser sa question. Oui, Azhar, tfadli. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Bonjour. Oui, très bien. Je vous entends. Alors, d'abord, je vous remercie énormément, Monsieur Sekek, pour cette intervention brillante. C'est la deuxième fois que j'assiste à l'une de vos conférences et c'est toujours un plaisir. Donc, voilà. Ma question, elle est la suivante. Alors, comme vous le savez, en Algérie, on a une vision plutôt française de la gestion et le pilotage de l'entreprise. Et donc, le contrôle de gestion
Oui, malheureusement. Et donc, le contrôle de gestion, c'est plutôt un contrôle de la conformité axé principalement, comme vous avez dit, sur une vision financière et comptable des choses. Donc, ma question, c'est, à votre avis, est-ce que il serait possible d'évoluer aujourd'hui vers une approche telle que la vôtre, une approche plutôt anglo-saxonne, axée sur le leadership, la coordination et la communication, sachant que cela nécessite surtout des opérationnels qui sont bien formés et qui peuvent être indépendants, comme vous l'avez souligné tout à l'heure dans votre intervention. Écoutez, quand je dis c'est une approche française, de moins en moins, si vous voulez, dans les grandes écoles de gestion en France ou dans les grandes entreprises du CAC 40, on a très largement adopté la méthodologie anglo-saxonne. Hein. On a beaucoup évolué. Mais si vous voulez, la culture, c'est la culture. Hein. Ça ne disparaît pas du jour au lendemain. Hein. Mais ce que je pense, c'est quoi? C'est que il faut garder ça à l'état. Il faut garder cet état d'esprit. Il faut garder cet état d'esprit en disant, il faut pas faire du livresque. Hein. Il faut simplement avoir beaucoup de bon sens, hein, et toujours se poser la question de la relevance, ce qu'on appelle en anglais relevance, c'est-à-dire qu'est-ce qui change entre les alternatives. Hein. Et vous savez, moi j'ai évolué dans un environnement qui est pas toujours facile, mais depuis en 35 ans, en 35 ans de carrière, voilà, j'ai toujours gardé le même état d'esprit. Hein. J'ai toujours gardé le même état d'esprit que mes professeurs m'ont inculqué. Voilà, c'est devenu culturel. Alors, bien évidemment, on n'apparaît pas brillant, etc., livresque, on fait pas des grands exposés sur PowerPoint, etc., mais on est terriblement efficace. Voilà. Alors, la personne qui m'a posé la question sur l'intelligence artificielle, il y a un truc que vous devriez lire. Vous allez sur Google, vous allez trouver plein d'infos là-dessus. C'est ce qu'on appelle la méthode ABC. Hein. Allez voir. Alors c'est une usine à gaz. Hein. Moi je l'enseigne pas parce que c'est une usine à gaz et si vous enseignez ça en Algérie, au bout de 5 minutes, les gens ils s'en vont. Quoi. Mais allez voir dans les livres de contrôle de gestion ou dans les ouvrages de contrôle de gestion la méthode ABC. Hein. La méthode ABC. Alors si vous voulez. En réfléchissant à votre question, l'intelligence artificielle peut probablement nous aider à avoir une plus grande pertinence dans la détermination des coûts. Voilà, une plus grande pertinence dans la définition des coûts. Donc allez voir et vous allez voir que vous avez une utilisation beaucoup plus une utilisation particulière de l'intelligence artificielle dans le cadre de cette méthode ABC. Voilà. Merci, Monsieur Skek. On passe à la question suivante. Donc, c'est la question de notre cher collègue Ben Salem. Est-ce qu'il y a des statistiques ou bien des études sur l'utilisation des ERP pour le contrôle de gestion en Algérie? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais vous savez, j'étais à Constantine il y a 3 jours, hein, madame. Vous m'avez pas dit pourtant. J'étais mercredi à Constantine. Bon, c'était une mission assez confidentielle. Voilà, mais franchement, faites le tour vous allez à la chambre de commerce de Constantine, hein, et vous prenez les adhérents de la chambre de commerce et vous posez la question combien d'entre eux ont un ERP et vous verrez que vous serez largement en dessous de 10%. Oui, malheureusement. Je dis bien 10%. Oui, c'est malheureux parce que
si vous voulez. C'est lié à la transparence, non? Parce que généralement, on n'aime pas la Non, transparence. non, Ça non, non, dérange. non, on n'aime pas. Bon, le sans facture, ça se gère, hein. Ça se gère même avec un ERP, hein. Voilà. C'est pas un problème, le sans facture. Mais ne continuez. Il faut que les entreprises comprennent qu'on peut pas continuer à gérer à l'aveugle, hein. C'est pas possible, hein. Pourquoi? Parce que à la fin de la journée, l'élément essentiel que l'on doit surveiller, c'est la trésorerie, hein. C'est la trésorerie, hein. S'il y a une chose que le contrôleur de gestion regarde de près, c'est un peu l'évolution de la trésorerie, hein. Voilà. Donc faites des statistiques, hein, sur les ERP. Alors c'est dommage parce que il y a un super business à faire, hein. Il y a un super business à faire et celui qui arriverait à sortir des ERP au moins un noyau dur, vous voyez, qui pourrait s'adapter un noyau dur des ERP pour les entreprises de négoce, un ERP spécifique aux entreprises à Constantine, si vous sortez un ERP pour les entreprises de la pharmacie, par exemple, hein, avec un double volet production pharmaceutique ou alors importation, revente en l'état de production de produits pharmaceutiques. Il y a un boulot absolument incroyable, hein. Il y a un boulot absolument On n'est pas dans l'obligation de tout informatiser à la fois. On peut commencer avec quelques modules et puis étendre au fur et à mesure, au fil des années, parce que ça prend quand même des mois déjà pour installer le RP, hein, pour le mettre en place. Pas trop, pas tant que ça. Pas tant que ça. Bien sûr, si vous avez une banque, mais franchement, un ERP dans une entreprise qui fait 1 ou 2 milliards de dinars, franchement, en 3 mois, c'est réglé. En 3 mois, c'est réglé, hein. Bah, je pense, hein. Voilà. Voilà. Après, il y a une culture. Il y a une culture des collaborateurs parce que bon, il faut pas que, comme on dit en anglais, garbage in, garbage out, hein. Il faut faire attention à ce qu'on rentre dans le système, etc. Non, mais il faut le faire. Il faut le faire. Voilà. Très bien. Donc, merci, Monsieur Sekek. Je ne sais pas y a-t-il d'autres questions avant de clôturer? Alors, si vous voulez que ceux qui veulent que je leur envoie le papier, ils ont qu'à m'envoyer un mail, hein. Je leur ferai suivre la traduction écrite de ce que j'ai dit. Voilà. Oui, en fait, je l'ai partagé avec les étudiants, hein. C'est la note conceptuelle que vous m'aviez transmise. Ouais, non, mais j'en ai une note plus détaillée, peut-être. Ouais, non, c'est un peu différent de ce que j'ai dit, quoi. Donc, je peux revoir. Voilà. Ça sera avec plaisir, Monsieur Sekek. Voilà. Donc, si vous permettez, donc vous avez vraiment accentué votre intervention sur le contrôle de gestion. Vous nous avez éclairé sur les contraintes de l'environnement qui peut prendre en considération. Donc, il y a peu d'entreprises, malheureusement, qui optent pour les ERP, pas de système de comptabilité analytique. Donc, généralement, c'est du pilotage à l'aveugle. Donc, vous avez également parlé des objectifs que l'on peut tracer au niveau du pilotage. Vous avez parlé du second niveau qui a été vraiment le centre de cette intervention, le contrôle de gestion, le profil du contrôleur de gestion, les difficultés qu'il peut rencontrer, donc les flux d'informations qu'il doit gérer. Aussi, sa collaboration avec le niveau opérationnel, le niveau opération qui finalement est beaucoup plus, il conçoit pas la feuille de route, mais plutôt il essaie de la tracer en fonction toujours avec ce qui a été défini au niveau du contrôle de gestion et du niveau de pilotage. Le débat était très riche, il s'est, disons, il a convergé vers les ERP, donc ce qui vraiment confirme l'importance de cette technologie, en espérant que nos jeunes qui sont aujourd'hui avec nous, parce que c'est les futurs managers, donc leur inculquer ça dans leur cursus pourra les influencer pour prochainement les considérer dans la prise de décision et tout. Donc
Donc, voilà, je vous remercie. Je vous donne encore la parole, Monsieur Sekek, pour des perspectives, pour des conseils, je ne sais pas. Non, 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 tout va bien, tout va bien, tout va bien. Je pense que voilà, tout est parfait. Et puis à la prochaine, quoi. Voilà. Merci, ça a été un plaisir. Je donne la parole à Monsieur Ben Amoun, Monsieur le directeur, pour clôturer. Oui, Monsieur Ben Amoun. Merci d'activer votre microphone, s'il vous plaît. Oui, allô? Oui, on vous entend, Monsieur Ben Amoun. Merci, Monsieur Sekek. Ça a été un plaisir d'assister à cette conférence de niveau. On espère vous revoir pour bientôt et c'est toujours un plaisir de vous entendre. D'accord? Surtout sur des sujets aussi pointus. Nous, aujourd'hui, moi, personnellement, j'ai bien appris. J'ai appris énormément de choses. Et j'ai même réussi à changer quelques idées conçues sur le domaine du contrôle de gestion. Alors, j'ai gagné. Voilà. Merci beaucoup. Hein. Merci à l'ensemble des participants. Merci à vous, chers étudiants, chers enseignants, chers amis de la page LinkedIn. Restez toujours connectés à nous suivre sur la page. Rendez-vous dans 15 jours. Le sujet qui sera dévoilé est en relation avec le contrôle de gestion, mais je ne vais pas le dévoiler encore. Donc, restez juste connectés. Merci à vous. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.